Bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir une nouvelle chroniqueuse qui s'appelle Virginie. Virginie, bonjour. Et bonjour Muriel, je suis enchantée d'être là. Bah, nous aussi. Et en plus de ça, c'est toi qui nous as fait la demande et c'était génial. Donc, tu fais plusieurs kilomètres pour venir. Qui es-tu exactement ? Alors, je m'appelle Virginie. J'étais déjà venue sur le plateau en octobre et je suis... Elle a eu le coup de foudre. Du plateau ? Ah oui, du plateau. Ok. Et donc, je suis professeure de danse flamenco et danseuse de flamenco. Voilà. Elle nous a fait l'honneur de venir et en même temps, nous avons une autre surprise, n'est-ce pas Virginie ? Exactement. Je te laisse la présenter par le nouveau décor. Le nouveau décor de Love Sisters. Et donc, je voudrais savoir ce que nos artistes préférés en pensent. Eh ben, j'ai pas de lien de comparaison parce que je connaissais pas l'ancien. T'as rien regardé alors ? En tout cas, en tout cas, il est très bien. Et voilà. J'aime bien, j'aime beaucoup. Oui, moi je le trouve très beau, beaucoup plus clair qu'avant, et c'est magnifique de pouvoir être interviewé dans un décor tel. Merci. Ah oui, toi tu connais toi. Hein. Je connais. Je pense que lui, bientôt il prendra la soupe à la maison. moi, je mange pas de soupe, donc ça va. Donc voilà, et nous avons le plaisir maintenant de recevoir, et c'est toi qui vas commencer, Virginie. Tu vas commencer par Drum. Voilà, exactement. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Drum pour la première fois, pour ma première. Bonjour. J'espère que ça va nous porter bonheur. Bon, on se connaît un petit peu, parce qu'on s'est rencontrés sur un festival qui nous tient à cœur tous les deux. Ça s'appelle le Festival de Mazères, où on était programmés ensemble l'année dernière. Oui. Alors, pas sur les mêmes plateaux, mais voilà. Et l'année d'avant aussi. Voilà. Donc, pourquoi je t'ai fait venir ? Parce que c'est un univers qui est un peu différent du mien. Et en même temps très complémentaire, en fait. Puisque moi, je suis plus axée sur le flamenco, sur le gypsy. Toi, sur tout ce qui va être jazz manouche. Jazz manouche. Voilà. Ouais, ça reste les mêmes. Ça reste les mêmes origines, évidemment. Ouais. Et donc, du coup, comme je te l'ai dit, j'aime beaucoup ce que tu fais. Et en pendant aussi, je sais que tu es passionné. Et j'aimerais bien voir. Parle-nous un peu de ton parcours. Comment tu es tombé dedans ? Ouais. Ça nous intéresse. Mais je vais essayer de. Ouais. J'ai commencé la guitare vraiment tout jeune. Moi, mon père m'a mis une guitare dans les mains. Je devais avoir 4-5 ans. Et mon père a appris lui-même avec... en fait, parce que moi, j'ai pas d'origine manouche, en tout cas pas proche. Donc, c'est pour ça que je vais pas commencer à parler de l'arrière-grand-mère, etc. Mais mon père, lui, culturellement, a vraiment baigné dans la musique des manouches quand il était jeune. Et c'est comme ça qu'il a appris la guitare. À l'époque, il allait sur les campements, dans le village. Et il a passé sa jeunesse à apprendre la guitare avec les manouches. Et donc, naturellement, moi et ma sœur, ils nous emmenaient quand on était petits, chez la même famille, Gaganetti qui s'appelle, où il y avait des très bons joueurs de jazz. Et voilà, moi j'ai été baigné par cette musique-là, cet univers depuis tout petit. Depuis petit, oui. Ouais, les feux de camp, la guitare jazz et un peu de rumba aussi, parce qu'ils en jouaient aussi à l'époque. C'est vrai qu'on en parlait un petit peu. Aujourd'hui, on a eu tendance à sectariser un peu les styles, c'est-à-dire les gitans espagnols, c'est le gypsy, la rumba, etc. Les manouches, c'est le jazz, Django Reinhardt, machin. Mais à l'époque où les manouches voyageaient encore beaucoup, et ben les manouches savaient aussi jouer un peu de rumba et inversement, etc. C'était moins dans les casques qu'aujourd'hui. Donc du coup, voilà, moi je suis né avec la rumba et le jazz. Et qu'est-ce que c'est bien. Du coup, en fait, voilà, donc tu as eu un medley de rumba, de jazz, Moi, je mets pas mal un medley. Ouais, moi c'est ce que je fais. Surtout que j'habite à Montpellier quand même depuis une quinzaine d'années maintenant et que j'ai habité en Espagne, j'ai habité en Andalousie, j'ai toujours aimé j'ai toujours eu des influences espagnoles en fait, j'ai adoré. Ma mère écoutait beaucoup de musique espagnole, Paco de Lucia, mon père aussi. Et du coup, moi j'ai mélangé un peu ça. C'est vrai que quand on écoute Django Reinhardt, la musique des manouches, c'est très swing, très jazz à l'ancienne. Moi j'ai incorporé quand même la musique, enfin en tout cas des couleurs espagnoles dedans, vraiment.
Après, je trouve que c'est intéressant puisque tu dis que tu as pas mal voyagé et je sais qu'on a parlé un petit peu quand on a préparé l'interview. Et je trouve que ce serait sympa que tu nous racontes un petit peu les différents, les séjours que tu as fait en Espagne, justement aussi pour continuer à te former, et aussi en Angleterre un petit peu les belles rencontres que tu as faites. Tu peux en parler ? Ouais. En fait, j'ai toujours joué, mais je me suis pas mis professionnellement dans la musique tôt. Et mon père m'a toujours dit, fais des études, reste dans un parcours assez classique et tu verras après la musique, tu la gardes pour toi. C'est ce que les parents disent en général. C'est toujours ça en fait, pareil, moi j'ai le même discours. Ouais, bah oui, je pense que c'est un peu normal. Et en fait, du coup, donc j'ai fait mes études et ça m'a permis d'aller étudier en Espagne, en Andalousie. Donc là, je me suis vraiment immergé dans cette culture et j'ai eu l'occasion d'aller dans les quartiers gitans de là-bas, qui sont pas du tout pareils qu'ici, c'est encore un autre. Et j'ai joué avec, des joueurs illustres, des cousins à Nino Rosselé et Tomatito qui habitait pas très loin, etc. Donc j'ai eu l'occasion aussi de faire des mélanges aussi, parce que eux, malgré le flamenco et ce qu'on connaît de traditionnel du flamenco, ils adorent jouer aussi des trucs funk, des trucs des années 80, et ils mélangent ça aussi. Donc c'est ce qu'on retrouve dans la communauté manouche. Donc il y a eu ce voyage-là. Et en Angleterre, j'ai beaucoup joué au Kekumbar, à Londres, comme je t'en avais parlé. Ouais. Voilà, qui était un lieu, l'endroit, on va dire, du jazz manouche à Londres. Il n'y en avait pas 50, c'est un espèce de restaurant-bar, mais assez chic quand même, et qui appelait souvent des très grands joueurs, Stoklo Rosenberg, Paulus Schaffer, Angelo De Bart, des grandes figures du style. Et moi, vu que j'habitais à Londres pendant 6 mois, j'y étais tout le temps, et j'y jouais, et voilà. Et ta famille ne te manque pas ? Alors, oui, si. L'Angleterre, un peu moins pour le climat. Moi, je suis très du sud là-dessus. Tu m'étonnes. Ouais, moi, je suis très... Après, du soleil, mais... Tu m'as dit aussi que tu avais fait de belles rencontres en fait, artistiques à Londres aussi, non ? Notamment... Oui, j'ai eu pas mal de... disons que les gens qui venaient jouer, justement, les grandes figures qui venaient jouer au Kekumbar, j'ai pu les rencontrer. Et à côté de ça, dans tout mon parcours, que ce soit les concerts, etc., on a eu l'occasion quand même de faire venir des sacrés musiciens. Ouais. Stoklo Rosenberg, évidemment, en 2016, où on a fait notre première scène avec lui, on l'avait invité. Et là, c'est comme invité Paco de Lucia, pas loin. On est sur des et tu sais que là aussi, on a aussi un petit point en commun, c'est que je l'avais annoncé aussi sur le festival de Welcome Zigani à Soukalo. Donc un grand artiste, c'est vrai que donc aussi c'était important d'en parler par rapport à tes influences aussi, parce que tu es un artiste aussi en fait où tu as baigné dans le milieu très petit. Tu as de la chance aussi que ton papa t'ait transmis aussi cette passion, et en plus tu allais te former directement au cœur de la culture, et ça c'est ce qu'il y a de plus formateur, plus intéressant aussi. Donc je sais que tu l'as présenté de façon très sobre, mais c'est vraiment un très très beau bagage qui est important de relever. Disons que il y a en fait la musique, c'est une chose, c'est une facette de la culture, quelle qu'elle soit, mais quand on est vraiment immergé dans cette culture, on l'appréhende d'une autre façon aussi. Et quand je joue cette musique-là, c'est pas juste les disques de Django, juste les influences de ce que j'ai pu écouter. Je connais et je côtoie beaucoup de musiciens qui ont appris vraiment comme ça sur les disques et sur ce qu'ils ont pu entendre, et c'est génial, hein. Il manque tout ce qui est culturel en fait, dans lequel toi tu as baigné, tu as partagé, tu as vécu, et ça me parle énormément aussi, et c'est ça aussi qui façonne aussi l'artiste que tu es devenu. Je pense, enfin en tout cas moi c'est intégré chez moi, c'est clair, le fait d'avoir vécu, en tout cas grandi entre guillemets dans les caravanes, pas moi, j'ai pas habité dedans, mais j'y étais tout le temps, j'avais beaucoup d'amis là-bas, parce qu'en grande générosité au niveau musical, voilà. Et puis pas que au niveau musical, vraiment à tout niveau, la communauté des gens du voyage, elle est ce qu'elle est. On en entend des vertébrés des fois à la télé. Tout le monde a maintenant. Tout le monde y passe. Hein. Mais malheureusement, on oublie souvent. Enfin, je ne vais pas parler d'enquête exclusive sur M6 et compagnie, mais on oublie souvent de montrer les super facettes de cette communauté, et qui sont jamais filmées, qui sont jamais. Et le partage, en fait, beaucoup le partage, la réunion, en fait, aussi les valeurs et la. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est le partage. Mais ce que je pense, c'est que c'est souvent, quand on dit on est mal vu ou pas, on est tous mal vus, mais c'est souvent des minorités qui font justement la réputation, parce que autrement oui, de toute façon on fait toujours un cas général des petits pourcentages qui font parler d'eux, en fait, tout simplement.
Mais je veux dire que ce soit dans toutes les communautés. Hein. Mais, heureusement qu'il y a des gens comme toi aussi qui sont encore là, qui ont partagé ça, qui connaissent la culture réelle en fait, qui ont été immergés dedans et qui peuvent nous faire partager cet art avec autant de, je veux dire, d'émotions et aussi de vérité aussi, voilà. Ouais. Et en parlant de ça aussi, on va aborder un autre point qui est important aussi. C'est suite à ça aussi, tu as fait des albums aussi. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différents albums que tu as fait, ce que tu comptes faire? Alors, pour reprendre au début, donc dans cette famille Gaganetti, chez qui j'ai beaucoup été influencé, et notamment Ritari Gaganetti, qui est devenu un ami, mais à l'époque, moi quand j'avais 16-17 ans, que j'ai commencé à le côtoyer, lui il avait 5-6 ans de plus que moi, et j'étais en admiration devant lui, et c'était un très gros... À l'époque, il tournait déjà à l'international, c'était un très très bon joueur, et moi j'étais très influencé par lui, donc je l'admirais beaucoup. Et j'ai joué beaucoup avec son père. Donc en 2012, quand je suis rentré de Londres, justement, j'ai beaucoup joué avec son père, Kashma, Robert Gaganetti, et on a commencé à enregistrer. C'est la première fois que j'ai commencé à enregistrer la musique et mes compositions, quelques compositions. Donc là, c'était plus, il avait pris, lui, c'était un très bon guitariste, son père, très grand guitariste aussi, mais là, il s'était mis au piano, au synthé pour l'occasion, et moi, la guitare électrique. Donc on avait fait très années 80, on va dire. Mais voilà, donc on avait sorti un petit disque qui s'appelait Mari Musica, notre musique en langue manouche, et ensuite j'ai enregistré un premier disque en 2014, donc c'est plutôt des standards, c'est plus on va dire la musique traditionnelle manouche, et puis après en 2015 un live au Turbo Jazz, et 2018 avec Paul Gouta, parce qu'on a beaucoup tourné avec Paul Gouta qui est d'une famille de Zigan. Donc lui c'est un violoniste Zigan de Montpellier qui a mon âge, et avec qui on a joué pendant plus de 10 ans. Lui il a vraiment ramené ses influences Zigan, donc de l'Est, gitane de l'Est, et on a enregistré un disque ensemble en 2018 et le dernier en 2022. Oui, alors là je pense que ça prend le temps de nous le présenter parce qu'il est fabuleux quand même. Ben merci. Le temps, ses influences, notamment un thème en fait qui m'a beaucoup touché, je pense qu'il touche beaucoup de personnes. Tu nous en parles ? C'est le titre de l'album. Oui, c'est le titre de l'album. Du coup, alors c'est un album que de composition. Là, pour le coup, on est vraiment dans mon univers. C'est là où j'ai pu présenter vraiment mon univers. Et l'album s'appelle Un jour de mai 1955, qui est aussi le titre d'un des morceaux de l'album et qui a été composé pour ma mère. Voilà, ma défunte mère que j'ai perdue quand j'étais petit. Et j'ai composé cette musique pour elle. Et c'est vrai que c'est un morceau, quand on le joue en concert, en général. C'est très touchant, voilà. Ouais, mais ce que je veux savoir, c'est toi qui as produit ton... Ouais, entièrement. Entièrement, voilà. Ouais, enregistré, produit, c'est du fait maison. T'as tout fait, donc. Ouais, d'accord. À la manouche, à l'ancienne. Ah, c'est marrant ça. Et c'est ça qui est vrai. Justement, je sais pas, c'est ça qui est vrai. Bon, après, c'est mixé j'ai envoyé ça dans un studio que des amis que je connais pour qu'il y ait un beau rendu. Tu as masterisé quand même tes morceaux. Oui, mais c'est le studio qui a fait ça, tout ce qui est master. Moi, je me suis occupé de la prise de son, vite fait le mixage, et tout le reste, c'est le master et tout ça. Et est-ce qu'en avant-première, tu peux nous parler un petit peu de tes projets, peut-être en prochain album? Ouais. Là, je suis dessus, mais faut savoir que je bosse un peu dans le bâtiment aussi à côté. en plus d'être intermittent. Oui. Et puis je suis intermittent du spectacle quand même, mais voilà. J'ai tout beaucoup à de ton projets. honneur quand même. Hein. C'est alimentaire. Exactement, de cumuler plusieurs activités, je sais ce que c'est. Et vraiment, voilà, donc bravo. C'est du boulot. Non, mais voilà, après ça me plaît aussi, hein, je le fais pas pour rien. Et mais du coup, voilà, j'essaie de trouver un peu de temps, mais en tout cas, on a déjà commencé à enregistrer et il y aura un album j'espère qu'il sortira d'ici cet été. Il nous tarde, tu reviendras nous en parler. Et là, du coup, je vais revenir aussi un peu aux racines, entre guillemets, avec des standards et des compositions, les deux. Du coup, en fait, ce serait, j'aimerais savoir tout le monde aimerait savoir sur quel réseau on peut te retrouver et t'écouter. Alors, nous, on a un site internet, Drum Blanchard Trio, c'est donc Drum Blanchard, mon nom, le nom de mon trio, ou quartet ou quintet. Je m'adresse à la caméra. Et donc, sur le site internet, tout est mis à jour. Il y a les dates de concert, il y a tout ça. Et Facebook, Instagram, j'y suis un petit peu moins. Je suis un petit peu à l'ancienne là-dessus. Tu peux redonner le nom de ton dernier album? Et le nom du dernier album, c'est Un jour de mai 1955. Voilà, si vous voulez le trouver, ainsi que les autres albums, ils sont sur toutes les plateformes, c'est-à-dire Deezer, Spotify, Deezer. Il y en a un paquet. Et je sais aussi qu'on se retrouvera sur plusieurs festivals cet été. Oui, mais ils vont suivre ton actualité directement sur les réseaux sociaux. Ils seront au courant des dates. Il y a pas mal de festivals qui vont venir cet été, des beaux festivals. Et on garde encore un peu le suspense. Le suspense, c'est important, c'est bien. Donc tu restes avec nous là, hein?
C'était vraiment très intéressant. Très intéressant. Voilà, notre première, j'espère que ça nous portera bonheur. Alors, Virginie, merci de m'avoir invité. Ce fut un plaisir et on va te réinviter après pour la sortie de ton album. Avec plaisir.
Virginie, tu reçois Nina. Exactement, Nina, qui est juste à côté de Drôme, en fait. Bonjour, voilà, Nina. Qui a tout le monde. différentes casquettes. Ouais, Qui est originaire de Montpellier. On a, voilà. Moi, je suis de Béziers, tu vois, mais Montpellier. Pas loin. C'est pas loin. Et du coup, en fait, j'ai découvert avec bonheur que tu cumules plusieurs activités, notamment donc DJ, chanteuse, actrice. C'est ça. Voilà, c'est vraiment un panel très ouvert en tant qu'artiste. Et raconte-nous un petit peu comment t'es tombée dedans, comment t'es arrivée à ces différents domaines. Okay. Alors tout d'abord, merci pour l'invitation. Merci Muriel. Avec grand plaisir. Merci. Alors au départ, je suis chanteuse. Donc j'ai une formation que j'ai suivie à l'Opéra Junior à Montpellier. Donc très jeune, en fait, Vladimir Kozhoukarov, c'était lui le créateur de cette école de chant et de théâtre à Montpellier, est venu recruter des jeunes au collège. Donc j'étais en 6e. Et il est rentré et il cherchait des enfants qui voulaient faire de l'opéra. Donc moi tout de suite j'étais ok et ça a commencé comme ça. Donc j'ai pris des cours de théâtre, j'ai pris des cours de chant. Je suis pas chanteuse d'opéra, mais aujourd'hui et depuis très longtemps en fait je suis chanteuse et j'en vis. Je fais uniquement ça. Et il y a 6 ans j'ai fait une école de DJ pour pouvoir faire. Alors comme ça, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de te tourner, de faire cette école? Alors ce qui m'a motivée en fait, c'était je voulais mettre en forme mes chansons parce que depuis toujours j'écris et je fais mes petites mélodies, mais je savais pas les mettre en forme. Bon, je veux dire en musique. Ouais, voilà. Je savais pas faire tout l'arrangement, etc. musical. Donc j'ai appris ça à l'école et en même temps j'ai appris à mixer. Donc à partir de là, j'ai fait mon premier titre qui s'appelle Sunrise. Donc il y a un clip qui est fait dessus et depuis 2 ans, voilà, je fais que ça. J'essaye de faire j'ai fini quelques titres, mais je suis un petit peu lente, moi, par contre. Je prends mon temps pour faire mon deuxième titre. Je le chouchoute, je le bichonne, je reviens dessus, etc. Sunrise, on peut l'écouter sur toutes les plateformes aussi, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Il est sur Spotify, il est sur YouTube. Voilà, il passait à la radio aussi, c'est une radio locale, il s'appelle Radio One. Il est passé aussi sur la radio de Perla d'Annan, je me souviens plus du nom de la radio. Perla, c'est Aviva? Oui, c'est ça, Radio Aviva, voilà, exactement. Qui ont eu la gentillesse de. Un coucou d'ailleurs, Perla. Oui, coucou. J'aime beaucoup Perla. Ouais, voilà, d'ailleurs, je les remercie. Et voilà, là, je suis en train de préparer le deuxième titre, le deuxième clip. Donc il est là, mais je reviens dessus de temps en temps pour voir si. Oui, mais à force de revenir et de revenir, j'ai remarqué quand même que malheureusement, on n'est jamais satisfait et on continue à revenir. Il faut savoir lâcher prise. Hein. Ouais, parce que toi aussi, tu écris et tu. Donc t'es bien placé pour le savoir. C'est pas l'héroïne, c'est pas moi l'héroïne. Ouais, mais je suis comme ça. Alors du coup, je suis lente. Voilà. Donc je fais un titre. 2 ans après, j'en fais un deuxième. Je vais essayer d'accélérer. Tous les ans là. Ouais. Mais là, tu ça prend du temps. On aura un album à la fin de ta vie, ça va. J'aurais fait un album à la fin de ma vie. Non, ça fait en haleine, moi. En même temps, il suffit que tu. L'œuvre de toute une vie. Il faut quelqu'un qui te booste pour moi. Honnêtement, je suis entourée. Je fais tout, hein. Je suis l'auteur, compositrice, je fais tous mes petits instruments, tout ça. Bon, après, pour le mixage, je fais juste ce qui est basique et j'envoie ça à faire mixer dans un studio, etc. Même les prises de voix, je les fais quand même dans un studio pro. Avant, je fais mes petites maquettes, mais c'est comme ça. J'aime bien prendre mon temps. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment tu as appris à mixer. Donc, je suppose que tu as tout le matériel. Oui, à la maison. Et que tu peux faire piste par piste, non? Exactement, ouais. Ça, je suppose. Oui, c'est ça. Donc, c'est intéressant de savoir comment. Parce que, voilà, DJ femme, j'aime beaucoup. Merci, comme je suis matriarcale, désolée. On adore. C'est vrai. Et donc, je voudrais savoir, je te donne un morceau, je te donne des pistes. Je te dis, tu me mixes, tu fais un mixage club, par exemple. Oui, je te le fais, ouais. Voilà, c'est intéressant de savoir. Donc, c'est intéressant de prendre ses coordonnées. Avec plaisir, je te ferai un truc
club actuel. Donc tu viens avec tes aux petits tu peux oignons. les Par faire contre, dans notre studio. sois pas tu viens- pressé. Ah non. Alors, elle a pas dit quand. Pour l'année prochaine, pardon. Non, moi, je suis dans 2 pressée, ans. moi. Je cours après le temps, moi. J'ai plus de C'est temps vrai à perdre. Mais non, on a tout le temps, Non, j'en ai plus à perdre. Ouais. Bon, après, je sais m'arrêter. J'ai déjà fait un premier album. Ça n'a pas été aussi, on n'en a pas autant parlé. J'ai fait des premières parties d'artistes tels que Superbus, Kezia Jones, et pourtant la musique ça n'a rien à voir. Mais bon, j'en ai fait quelques-unes premières parties. Et là, je prends un peu plus mon temps. Je suis toute seule. Peut-être qu'avec l'expérience, j'irai un peu plus vite. Mais c'est vrai que je prends un peu la vie autour. Je fais écouter. Je prends mon avis aussi. Enfin bref, je chouchoute mon deuxième titre, mais il arrive. Tu vois, je pense en l'écoutant, Nina, je pense que elle est longue, mais que pour elle. Tu es longue que pour toi parce que tu veux aller encore au-delà et au-delà et parfois tu te plantes, t'es obligé de revenir en arrière. C'est ça. Et puis tu sais, il y a des nouvelles techniques de mix. Et puis quand t'arrives à quelque chose, il y a un nouveau style. C'est pas gentil là. Un nouveau style d'instrument. Donc il faut que tu changes l'instrument qui est plus d'actualité. Il faut que se mettre au. Tu peux pas savoir les styles. Ça peut être un style qui va plaire et garder ce style, de revenir en arrière. Je pense que voilà, ça se voit que tu es une artiste complète. Ouais, puis j'aime bien être authentique. Donc authentique envers moi-même, envers les gens. Je vraiment, il faut que ça me plaise. C'est vrai que je suis perfectionniste et ça prend du temps parce que j'ai pas autant d'expérience qu'un autre artiste. Mais je pense que le propre de l'artiste aussi, c'est de se créer son univers. Donc du coup, c'est se faire confiance aussi. Si tu as la technicité que tu as parce que tu t'es formé, tu as différentes formations. C'est après aussi de laisser parler un petit peu ton tempérament, ton énergie et te faire confiance. Et en même temps, on peut pas plaire à tout le monde, mais être perfectionniste, c'est très bien, je trouve. Ouais. Bon, après, on a toujours envie de plaire à tout le monde au maximum. Et non, parce que je pense que justement, en fait, non, c'est pas possible. En fait, justement, au moins avoir le plaisir de faire ce que tu fais, et ça touchera certaines personnes, mais pas tout le monde. Mais c'est ça la vie aussi. Hein. On peut pas plaire à tout le monde, et c'est très bien. Mais j'ai cette chance. C'est vrai que je fais des covers. Je suis intermittente du spectacle et je vis uniquement de la musique. Je suis pas dans le bâtiment. Et je suis intermittent quand même. Hein. Il est intermittent aussi. Ça m'empêche pas d'être intermittent. Je peux te dire que jouer de la musique et en travaillant la pierre ou en travaillant le béton ou je sais pas quoi, comment on appelle ça. Mon père, hein. Ça peut être très sexy, très bien. Dans le béton. Il peut faire un buzz. Exactement. De l'alimentaire à la musique, il fait un buzz. Le swing de l'artisan. Ouais, le swing de l'artisan. C'est pas être une idée, hein. Mais torse nu. J'aurais pas osé, Muriel. Elle est coquine. Non, je suis pas coquine du tout. Mais je trouve que c'est beaucoup mieux. Il faut pour buzz, il faut oser. On touche à notre public après. Je suis voilà, vraiment dans le jazz. On a bien dit qu'on peut pas plaire à tout le monde. Il faut se cibler. Sur mon clip, l'acteur, il est torse nu. Donc. J'ai vu le clip. Ça reste. Alors, il s'appelle Nico Philippe. C'est vraiment le mannequin. Tu l'as vu dans ton clip, en fait, celui qui apparaît. Voilà. Tu l'as vu? Bien sûr, j'ai regardé, évidemment. J'ai regardé ton clip. Ah, j'ai pas dit que j'ai regardé l'homme, j'ai regardé le clip dans son ensemble. On peut regarder le décor de la plage. L'ambiance a changé sur le plateau. Ça coûte. Ça dérive souvent. Les prises de vue sont magnifiques, près de la plage. Par contre, je crois qu'on va changer un peu. On va demander. On va lui demander de faire un strip. Oula. Avec sa musique. On va recadrer. Avec ma musique et son. Avec ta musique. Et donc, prendre la guitare. Défends-toi. Je sais plus quoi dire là. Les prises de vue. Ils vont mieux rien dire. Si ça peut aller loin. Si je suis rouge, on changera les couleurs à l'écran. Voilà, je pense que ça commence un petit peu, c'est pour ça. Philippe changera. Ça donne place à la guitare, c'est très bien. Nina, je voudrais te poser quand même une dernière question. Est-ce que tu te produis en tant que DJ dans des endroits divers? Voilà. C'est là où j'en venais. J'ai la chance d'être intermittente du spectacle. Je suis chanteuse, donc lorsque je me produis, peu importe l'endroit, donc je chante ma chanson. Je sais, j'en ai qu'une, mais pour le moment, je chante ma chanson. T'inquiète pas. Elle s'appelle comment tu crois? Et je suis fière, elle s'appelle Sunrise. Voilà. Oui, c'est en anglais. Oui, elle s'appelle Sunrise. Parce que j'essaye de plaire au plus grand nombre. C'est génial, on l'a compris. Je t'adore pour ça. Je t'adore pour ça. J'assume complètement. Mais il y a le deuxième titre qui arrive. Je vous dis pas comment il s'appelle. Et tu m'avais dit aussi, Nina aussi, tiens. Non, en vérité, j'ai encore 12
ce titre. Ils sont prêts, mais comme je dis, je les bichonne et je les fais sortir. À chaque titre, t'invites. Merci. C'est un amour. T'es en train de sortir, t'as pas précisé dans quelle année quand même. Ouais, voilà. Mais ça, c'est la surprise. Comme je disais, attends, mange un petit escargot. Mais ça vient. Ça c'est quoi alors là? Alors du coup, en fait, quand même, enfin, tu m'avais parlé d'un prochain clip justement. C'est ça. Voilà. Avec le deuxième titre. Avec le deuxième titre qui va bientôt sortir. Bientôt. Ouais. Alors. J'ose pas demander quand. Bientôt. En été, j'espère. Ça va de quel sujet du clip? C'est toujours des histoires d'amour. Je suis pas encore engagée dans quelque chose, même si dans ma vie, je suis engagée dans des causes et dans ma tête aussi, pour le moment. Dans l'amour aussi? Ouais, mais ça, je le garde pour moi. C'est vraiment, ça sera toujours privé. C'est toujours des chansons d'amour. Toujours des chansons d'amour pour le second album, parce que le premier, on l'a jamais entendu, mais enfin voilà. Il y a plusieurs amours, hein, de toute façon. Oui, ouais, voilà. C'est vrai, il y a plusieurs amours, il y en a 4. Et voilà, et on peut me retrouver sur les réseaux, notamment sur Instagram. Ce qui me ferait plaisir, c'est d'avoir plein de followers qui vont attendre avec patience le deuxième. Du coup, tu vas pouvoir faire. Voilà, du coup après, justement, on va prendre la caméra, faire comme a fait Drum en fait, et prendre le temps de te présenter, d'expliquer où c'est qu'on peut te retrouver sur les réseaux. Un dernier mot quand même là, pour parler quand même un peu. Résumer un petit peu, voilà. Te résumer un petit peu toi. dans la caméra, tu veux que je le fasse maintenant? Est-ce que tu cherches des personnes pour le clip? Alors, pour l'instant, comme je te disais, la chanson. On sait qu'on va faire le clip. Et le mois prochain, on va faire une petite réunion et on va un petit peu développer le clip. C'est tout ce qui concerne le clip. Mais pour le moment, déjà, je finis le titre. Il est fini, mais je le peaufine. Voilà. Elle peaufine. Ouais, voilà. Alors, exactement. comment on fait pour te joindre, ma chérie? Sur Instagram. Sur Instagram, les gens patients qui vont envoyer plein de messages me motivant pour sortir. Rappelle sur Instagram exactement. Instagram, c'est Ninaya Music. Alors je sais, c'est compliqué, c'est Ninaya musique en anglais, MUSIC sur Instagram. Et Facebook, Ninaya. Mais je suis plus sur Instagram. Je suis pas comme lui où il est à l'ancienne sur Facebook. Moi, je suis. Je m'y suis mis à Insta, ça fait déjà plus d'1 an. Attention. En même temps, je suis pareil, moi Facebook. Après, j'ai Facebook et j'ai YouTube. Vous pouvez me retrouver aussi, Ninaya, sur YouTube. De toute façon, faut pas se cacher la vérité. Facebook et Instagram, mais t'as pris le dessus sur les deux. Donc, exactement, c'est vrai. TikTok aussi, vous pouvez me retrouver sur TikTok. TikTok, c'est pas mal. Hein. c'est pas mal pour ça va vite. Voilà. Et puis si vous entendez ma chanson à la radio, si vous pouvez appeler la radio pour qu'elle la passe et qu'elle la diffuse encore plus souvent, ce serait super. C'est super. On te remercie beaucoup. J'espère qu'elle va vous plaire. Avec donc, plaisir. Voilà. Attends vraiment la prochaine. Merci déjà. Également. Ouais. Voilà, on est déjà dans l'attente. On est déjà dans l'attente.
Et là, j'ai le plaisir de recevoir Isaac Ghislaine. Ghislaine qui est un peintre extraordinaire. J'aime beaucoup tes peintures. Et je pense que, sans me tromper, tu représentes la liberté. Oui, la liberté de la femme. De la femme, tout à fait. Ah, mais après, je vais aussi sur d'autres causes, tout ce qui peut me révolter, tout ce qui correspond à de l'injustice, etc. Donc je peins aussi pas mal de thèmes. Mais en ce moment, oui, je suis plus orientée sur les femmes et en fait les femmes. Et la violence. Oui, la violence d'un peu de tous les pays en fait. Je vais commencer en fait à peindre une femme caucasienne. Bon, le tableau je l'ai vendu, donc j'étais un peu triste. Je suis toujours attachée en fait à. Mais tu prends des photos de toute façon. Oui, mais bon. C'est un don de toi quand même. En fait, ça représente le temps passé. Il faut bien de l'argent pour pouvoir manger. Oui aussi. C'est aussi une reconnaissance en fait. Et c'est en plus une reconnaissance, une reconnaissance. Ouais. Et après donc j'ai fait une femme africaine. Bon, il est parti aussi. Est-ce que c'est parce que tu as fait différents voyages avant, en fait, ce qui t'inspire, ou c'est vraiment l'actualité? C'est l'actualité, en fait, la défense des femmes. D'accord. Après, j'ai comme une pelote, j'ai tiré le fil et je me suis rendu compte qu'un petit peu dans tous les pays, il y avait en fait ces violences. En fait. Oui, il y en a partout. Sur la femme. Et si alors donc je continue à peindre, mais c'est les femmes. Ils sont sublimes. Hein. Ils sont sublimes. Mais que des femmes. Non, j'ai fait aussi des hommes, les migrants. Parce qu'il y a de la violence pour les hommes aussi. Les enfants soldats. Donc, je travaillais beaucoup là-dessus. Il y a plein de. Il y a une violence un peu partout, ce qui est un peu. Là, l'un des tableaux est c'est-à-dire qu'ils sont très parlants. Et très parlant. Alors, je mets en fait dans mes tableaux aussi des QR codes. Et ces QR codes, donc, je les crée, en fait, et je donne accès à des articles de presse dans le thème du tableau. C'est très intéressant. Ça prolonge, en fait, l'histoire du tableau, en fait, à chaque fois. D'accord. Donne vie aussi, et ça donne une histoire. Ça, on voit très impressionnant. C'est super. Très impressionnant. Hein. On voit un peu des influences. Je disais, ils sont déjà tellement vivants. Ajouter ça, je trouve que c'est vraiment une très oui, c'est pour parler des causes. Alors c'est vrai qu'au début, je faisais ça moi dans l'optique de me défouler un petit peu. C'était mon moyen d'expression. Puis après, petit à petit, j'ai commencé à défouler ta colère. Oui. Ta colère. Oui, les violences. Une réponse finalement à l'injustice, en fait. Oui. Quelque part. Tout à fait. Ouais. Voilà. Et après, je me rends compte en fait que quand on regarde, tu peux rapprocher ton micro, s'il te plaît. Quand on regarde l'histoire en fait des peintres, en fait, ils ont toujours été des témoins en fait de leur époque. Donc je me dis en fait, je rentre dans ce cycle-là en fait pour moi. D'accord. Et alors ta façon de te battre pour cette liberté et cette injustice qui n'est pas que de la femme finalement. Non. Qui concerne toutes les injustices. Mais plus particulièrement aujourd'hui, on va parler de la femme. Tout à fait, ouais. Je voudrais savoir si tu t'investis dans une association ou dans un combat. Ça, je l'ai pas fait. Pas directement, disons. Pour l'instant, en fait, je suis un peu solitaire, en fait. Donc, je me défoule dans mon atelier à peindre, etc. Et c'est vrai que, mais c'est un moyen, enfin, disons qu'en répondant à des appels de candidature pour faire des expos, c'est un moyen aussi d'exporter, en fait, mon regard, en fait, sur notre monde, en fait. Comment réagissent les personnes qui font ta connaissance? Amis, si on peut appeler ça virtuel, parce que maintenant, on ne sait plus le virtuel du réel. Oui. Et quelquefois, on est moins déçus dans le virtuel que dans le réel. Alors, comment réagissent J'ai toujours ces bon personnes? retour. À chaque fois, en fait, où j'ai exposé, les gens étaient enthousiastes. Alors, ceux qui ne t'intéressaient pas, tu les vois tout de suite, ils passent, ils regardent pas, donc tu te dis, bon, ça les intéresse pas. Mais par contre, ceux qui s'arrêtent, en fait, sont toujours enthousiastes. Et je me dis, je vois, en fait, plein de monde, en fait, qui sont, et je dis, mais on n'est pas pourquoi il y a tant de violence et on ne va pas être un échantillon représentatif de la population, en fait, quelque part. Parce que sinon, ça ne devrait pas exister. C'est pas, de respecter les gens, respecter les gens, c'est primordial. Enfin, non, mais je pense qu'on n'est pas encore prêt de respecter la femme. Non, la femme. Surtout la femme, on n'est pas encore prêt de la respecter. Et je pense qu'il y a des marionnettes qui tirent les ficelles. C'est différent. Pour moi, il y a des marionnettes qui tirent les ficelles actuellement. Et que voilà, c'est la liberté avant tout. Et
Ça, c'est important. Et là, je suis en train de regarder l'un de tes tableaux et je vois cette femme qui est regardée par les autres femmes. Voilà. Et tu as voulu représenter quoi exactement dans ce tableau? Alors là, j'ai fait ce tableau par rapport à deux sœurs afghanes qui en fait défient les talibans en chantant des chansons donc contre ce régime sous la burqa. Donc elles sont donc voilées, pas reconnaissables. Et heureusement. Oui. Mais encore que les parents, en lisant après d'autres reportages, j'ai vu en fait que les parents les ont exfiltrées d'Afghanistan, donc parce qu'ils avaient peur pour elles en fait. Bah oui, bien sûr. Mais enfin, est-ce qu'on obtient tout par la peur et en terrorisant la femme? Non. On peut pas obtenir. Non, tout à fait. On obtient peut-être. C'est pour ça que quelque chose de superficiel là. Ouais. Mais là, en plus, on a chacun nos armes. Hein. Toi, tu combats ça avec de façon pacifiste, avec l'art. Voilà. Et puis nous, on n'est pas aussi peut-être costaud la femme pour. C'est pas facile. C'est une façon de combattre ça de façon pacifiste. Je trouve que c'est très bien, oui. Oui, mais on a beau dire quand même, ma chérie, Justine, on a beau dire quand même que de toute façon, si tu fais un pas de travers, t'es dégorgé ou tu tues d'une balle dans la tête. Donc, même si t'as un cheveu qui dépasse, ça y est, t'es morte. Alors, donc voilà. Oui, on y rentre. Donc, il n'y a plus rien à faire, hein, quoi. Ouais. On peut pas se battre contre ça. Pour revenir à ce tableau, en fait, j'ai repris donc ce thème-là parce que dans leur chanson, il y avait donc la phrase: dans cette obscurité, une flamme brûle encore. Et c'est pour ça que donc j'ai représenté un visage en fait au milieu de l'obscurité. Cette obscurité, voilà. Une femme. C'est magnifique parce que je trouve vraiment ce tableau. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Très interpellant, en fait. On comprend vraiment tout. Très interpellant, en fait. Ouais. À la fois sur le positionnement de la femme, sur le regard aussi de la femme, et on comprend juste avec un regard la situation. Donc c'est un témoignage aussi culturel. Oui, tout à fait. Elles ont un regard perçant. Ta façon d'avoir exprimé, de le peindre, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein. C'est vraiment incroyable. On se sent interpellé vraiment en regardant. On se dit c'est moi qui regarde. Alors, je dis Isaac ou Ghislaine? C'est Ghislaine mon prénom. Donc Ghislaine, je voudrais savoir aussi si tu te bats pour la violence des enfants qui sont maltraités. Alors, je me suis. Enfin, est-ce que tu fais des tableaux? J'ai fait un tableau en fait sur le harcèlement scolaire donc d'un enfant. D'accord. Donc un peu ce que je l'ai traité comme un enfant qui est emmuré en fait dans le silence. Donc j'ai fait apparaître des briques et des gars. C'est magnifique, hein. Celui-ci, tu l'as pas vendu? Non. Non. Il y a des tableaux comme ça que je sors pas. D'accord. Et du coup, donc, toute l'idée de tes tableaux, en fait, pour les faire, c'est des vécus, des ressentis, en fait, voilà. Des lectures que je fais, des actualités qui sortent, en fait. En toucher, en fait. Et qui, pour moi, me révoltent. J'ai fait par exemple, Samuel Paty aussi, donc. De l'extérieur, en fait, on a l'impression qu'en fait, tu gères la peinture, les tableaux comme un écrivain qui va coucher sur un livre, tu sais, les émotions. Je sais pas écrire, mais. Donc c'est très visuel et c'est très parlant, en fait. Mais ce serait bien de mettre des proses ou des proses, des citations ou des poèmes sur justement la l'idée du pensée. fabuleux. Oui. Moi, je trouve que ce serait pas mal avec de la musique. Ce serait pas mal de présenter tes tableaux, tu vois. Ouais. Ce serait pas mal, Justine. Et donc, ça fait un plaisir de t'avoir et je vais te demander de regarder la caméra. Et j'espère te recevoir pour ton prochain tableau. Et quel est le thème du prochain tableau? Mon prochain tableau, actuellement, c'est sur une femme indienne, en fait, que je travaille. Donc, elles sont très souvent, en fait, brûlées quand elles. Donc, il y a toute une. Quand elle met des petites filles au monde, non. Non. Quand même pas. Mais elles abandonnent leurs petites filles ou elles les empoisonnent. Oui. Mais en fait, en plus, il y a une culture en fait en Inde, chez les hindous, en fait, qui est très spéciale quand la femme. Comme des castes en fait aussi, la femme. Ouais. Quand la femme donc a ses règles, elles peuvent pas rester dans le village, elles sont mises à part. Elles sont mises à part. Quand elles accouchent avec leur bébé, elles sont mises à part aussi parce qu'elles sont impures. Et donc il y a beaucoup de décès dans ce cadre-là. Et les petites filles, c'est pareil. Donc elles ne vont pas pendant ces 7 jours, elles ne vont pas à l'école.
Donc elles ont un retard tous les mois en fait au niveau de l'éducation. Donc c'est tout un phénomène qui s'enchaîne et qui est assez, je trouve, révoltant. Moi aussi. Mais de toute façon, ça serait bien qu'on te présente des personnes justement qui se battent. Tu aimerais beaucoup. Et je pense que je vais te présenter des personnes très intéressantes qui se battent pour des causes comme tu te bats, toi, à travers ton métier artistique de peinture. Je voudrais que tu regardes la caméra et que tu nous dises comment on fait pour te joindre, comment on peut trouver tes tableaux, comment on peut les acheter, etc., etc. Alors, je suis donc visible donc sur le site des artistes d'Occitanie. Donc là où j'ai tous mes tableaux sous mon pseudo d'artiste qui est Gis. Et donc on peut également donc les voir en fait sur Facebook avec Ghislaine Isaac ou Instagram Ghislaine Isaac pareil attaché. Voilà. Et donc bon, je ne demanderai pas parce que c'est incorrect, mais ce serait bien si toi ça te dérange pas de donner un numéro de téléphone commercial pour qu'on puisse acheter tes tableaux. Oui, alors je peux. Tu rapproches ton micro, s'il te plaît. Alors c'est le 06 80 21 24 25. Regardez ces tableaux, ils valent vraiment le coup. Et je pense que tu as toute une panoplie de tableaux encore oui, à découvrir. Au niveau inspiration. Moi, ce que j'ai vu, c'est des tableaux magnifiques. Et c'est pas bien sûr que celui-là, il interpelle, mais il y a des tableaux magnifiques. Là, on peut dire ça. Hein. Alors, je te remercie. Et donc, voilà. Merci beaucoup, Marielle. Bah, tu restes avec nous de toute façon. Oui. Nous allons passer maintenant à la rubrique de Monsieur Musique Alexandre. Et nous nous retrouverons pour la deuxième partie avec certainement Florence qui est de retour. Et donc, nous serons 3 tout à l'heure. D'accord. À tout à l'heure. Monsieur Musique, voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Comment vas-tu, Myriam? Eh ben, écoute, très bien. Eh ben, moi aussi, écoute, ça va super bien. Parce que là, j'ai envie d'entendre une pleureuse. J'ai envie de lui mettre un châle et d'aller dans les favelas et l'écouter chanter. Parce que je vais vous parler du fado. Et le fado, c'est un genre de musique portugais. Et c'est constitué de chants populaires au thème mélancolique, accompagnés d'instruments à cordes pincées. Tu vois ce que ça veut dire? Non. Ah, ça y est. Oui. Et là, on y va. Tu vois là. Le chant. Alors, on va dire que le chanteur du fado ou le chant fado, ou dit fadiste, exporte en général des thèmes récurrents. La saudade. Eh oui, la saudade, l'amour, inaccompli. Je vais dire aussi la jalousie, la mélancolie, la mort, malheureusement. Tous les sentiments, en gros. Et voilà, la mort est du passé, de la difficulté à vivre, le chagrin, l'exil. Ce chant fut d'abord chanté dans les quartiers populaires, avant d'atteindre la bourgeoisie. Le fado fut le chant national du Portugal à l'époque de la dictature de Salazar. Et dans l'histoire, Lisbonne du fado. Le fado est probablement apparu vers les années 1820-1840 au Portugal. Mais ses origines précises sont incertaines, inconnues, je dirais même mystérieuses. Selon certains, il serait apparu à partir du fado marin, un chant entonné par les marins portugais. Pour les autres, il serait la synthèse du genre musico-brésilien très en vogue à Lisbonne lors du XVIIIe siècle. Et puis bien sûr, comme le Lundum ou le Modinois. Tout ça, on va juste se rapprocher de la première chanteuse du fado dont on a connaissance, qui fut Maria Cesera,
Ah. Tu vois, Maria Severa, tu vois qui c'est? Alors, Maria Severa, qui vécut dans la première moitié du XIVe siècle, dont les années 1920 et 1930, une série d'enregistrements du fado de Coimbra donnera un certain succès. En fait, une histoire ancienne qui se perd et qui d'un coup revient grâce à une idée en 1920-1930 pour faire une série d'enregistrements et de remettre tout ceci en avant. Et ce sera le succès. La particularité du fado est que dans la majorité des chansons, le coda est toujours joué de la même façon. Elle est généralement interprétée par le chant, élément indispensable et généralement accompagné par des instruments à cordes pincées à nouveau. Donc, généralement, la guitare, sorte de sistre, donc c'est la guitarra, hein, et souvent une ou plusieurs viola. Alors, le 27 novembre 2011, le fado a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, Mimi. Oui, mais Alors, 2011 quand même. en 2011, ils ont mis un temps infini, et ça, je me dis toujours, pourquoi? Peut-être parce qu'avant, il y a eu un placement, tu sais, politique, qui peut-être a créé ce que l'on appelle un arrêt de l'intérêt. Mais quand on va dans un beau pays comme le Portugal, et que l'on va se promener dans ces magnifiques petites ruelles, et que l'on s'épanche quelques instants à juste prêter l'oreille et à se laisser vilipender avec son crayon sur un papier, eh bien c'est là qu'on écrit l'une des plus belles histoires d'amour, celle du fado. Je dois vous dire, mesdames et messieurs, que si même vous aimez le fado, vous aimez le style fado, alors rapprochez-vous de certains artistes qui ont su le détourner, un peu comme Césaria Évora. Et puis bien sûr, on ne peut pas oublier le fado sans parler d'amour et de consécration. Allons chercher quelque chose à l'intérieur de notre cœur. Cette histoire, c'est l'histoire d'un amour. Et bien sûr, on se rapprochera de certains films comme Gazon maudit, où toute la petite verve utilisée dans le chant, eh bien, seront mis en avant. On retrouvera un peu aussi Luis Casal et tous ces artistes qui, eux aussi, ont su mettre une phase, on va dire, du fado en avant. Non pas, par contre, en portugais, mais plus en espagnol. Ceci, c'était un léger passage sur le Portugal, mais je vous promets qu'on reviendra sur le Portugal et comme la dernière fois, sur toute la verbe que nous avons utilisée aussi sur le flamenco, eh bien on essaiera d'aller gratter un peu plus en Espagne pour voir où se trouvent aussi les richesses de ces styles musicaux de ces pays qui sont tellement frontaliers à nous. Oui, et puis qu'on unit dans tous les pays, finalement. Tous les pays nous offrent des choses. Et je vous promets, parce qu'il y a des gens qui sont venus me poser la question sur mon réseau social, Alexandre, à quand décortiquage d'un artiste? Alors, je vous promets qu'on va faire bientôt un scanner de certains de nos artistes nationaux, régionaux ou internationaux. Et on va vous faire découvrir leurs styles musicaux. Et je vous promets je vais rien vous dire parce qu'après vous allez tout savoir et vous voudrez pas continuer à nous regarder. Non, vous regarderez parce que je vous dis. Allez, je vous embrasse. Allez, bye bye. Salut les amis, à bientôt. Génial, Alexandre, n'est-ce pas? Et vous le connaissez toutes. Évidemment. Évidemment. Enfin, là, t'as pas l'air de dire oui, toi. Bah, je viens d'arriver, je suis désolée, pour une fois j'arrive en retard. Ah oui, c'est la première fois quand même, hein. Oui, je suis... Bon, je te dis tout de suite que ça se reproduise pas. Tu vas faire quoi? Tu vas me donner une fessée? Oui. Ah ouais? Ok, je vais me tenir à carreau. Alors. On va laisser la parole à Florence, oui, qui nous invite aujourd'hui. Alain. Doporidis. Alain, donc voilà. Bonjour. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Alors Alain, tu es quelqu'un qui a épousé une carrière musicale d'une grande richesse. Tu as travaillé avec des gens fort connus.
Tu es l'un des meilleurs amis de Jean-Luc Lahaye, pour citer effectivement une des vedettes. J'ai surtout travaillé pendant 20 ans avec lui. Voilà. Au-dessus de son bar célèbre à Aubervilliers. J'avais mon studio d'enregistrement juste au-dessus du bar, le 287. Voilà. Enfin, ça n'existe plus, tout de même. Oui. Peu importe, mais tu y tout à étais. fait. Oui, j'y étais. Et donc, après avoir fait différentes choses, chef d'orchestre, créé de la musique pour des publicités, t'as une formation de pianiste au départ, hein? Oui. Voilà. Je commençais le piano à 7 ans. Et donc, tu as fait beaucoup de choses dans la musique. Et puis, un jour, tu as décidé de quitter la région parisienne et tu as décidé de créer un bar musical du côté de Béziers. Oui, à Sauvian, exactement. Voilà, qui a très bien fonctionné, qui était une des références de la région. Voilà, et notamment pour le karaoké, pour les concerts. Bon, il y avait de grosses animations tout au long de l'année. Et c'est vrai qu'en 7 ans, le bar s'est développé. Mais c'est un sacré boulot. Je crois que tenir un bar, c'est le boulot le plus difficile que j'ai fait toute ma vie. Ça use, 7 ans. Et c'est pour ça que j'ai arrêté et que je l'ai vendu il n'y a pas longtemps. Voilà. Ça te semble heureux, hein? Ah, et moi, j'ai toujours été heureux. J'ai jamais été dépressif, jamais, voilà, je trouve que la vie est belle telle qu'elle est et ça me va très bien. Et donc, tu vends le bar et là, tu vas réaliser un de tes rêves parce que c'est quelque chose qui a toujours été dans ta tête. T'as toujours eu envie de le faire. Voilà, oui, ça fait très longtemps que j'avais envie d'écrire un roman. Mais je m'étais dit, le jour où tu fais ça, tu vas te mettre dans une bulle, il faut plus que tu aies rien autour, sinon tu n'y arriveras jamais, c'est un autre travail. Oui. Donc j'ai profité, le bar, je l'ai vendu au début de l'année dernière, donc ça fait un peu plus d'1 an, et dès qu'il était vendu, même un petit peu avant, j'avais commencé à rechercher des choses, on se documente toujours avant d'écrire un livre par rapport à ce qu'on veut écrire. J'avais commencé à créer une colonne vertébrale avec les personnages, l'histoire, et puis je m'y suis mis tout de suite. Oui, t'avais quand même déjà une idée, donc ça faisait un moment que tu y pensais. Voilà, j'avais une idée qui change au fur et à mesure de l'écriture. Il y a des choses qui viennent, mais la chance que j'ai eue, en fait, j'ai jamais eu, enfin jusque-là, en tout cas pour ce roman, j'ai jamais eu le syndrome de la page blanche. Voilà. Jamais. Je m'étais imposé de travailler tous les jours, et je travaillais tous les jours, on va dire en moyenne 5 à 6 heures par jour, et je le faisais quoi qu'il arrive, et en fait, le livre, je l'ai écrit en 3 mois. Après, bon, il y a les corrections, il y a beaucoup de choses à faire qui prennent beaucoup de temps aussi. Oui. Voilà. C'est toi qui faisais les corrections? Alors c'est moi qui ai fait toutes les corrections, je l'ai relu, alors ça c'est un pinceau, hein, j'ai dû le relire 10 fois, parce qu'à chaque fois on oublie des choses. Coquilles, hein. Comment? Ouais. Et en dernière vérification, mon éditeur a fait une dernière vérification où il y avait 2-3 petites coquilles, voilà. Donc normalement tout va bien. Alors ce livre il s'appelle Divin. Alors Divin avec 2 i après le D, on sait pourquoi à peu près aux 2/3 du roman. Je dis pas pourquoi, mais il y a une raison. Et on va dire que c'est un premier tome qui s'appelle donc La Conspiration. J'ai déjà commencé le 2e tome qui va s'appeler La Planète Atomique. Voilà, c'est de la science-fiction, mais pas que, parce que je viens de finir aussi. Vous verrez que je suis très actif. Je viens de finir un polar là. On verra quand et avec qui je le sortirai. Mais j'ai quelques idées un petit peu, voilà. Et j'ai la particularité en ce moment d'écrire 2 livres en même temps, parce que le polar, je l'ai terminé. J'ai commencé La Planète Atomique, qui est donc le volume 2, et un autre polar. Et pourquoi je fais ça? Parce que j'avais rencontré, alors j'ai un copain avec qui j'ai travaillé dans la musique qui s'appelle Didier Barbelivien, que tout le monde doit connaître. Et pendant 2-3 ans, on a beaucoup travaillé ensemble, et puis je l'ai revu il y a pas longtemps. Et il écrit aussi il sort pas mal de romans. Et il m'avait dit, moi, de toute manière, à partir de maintenant, j'écris 2 livres à la fois. Alors, je vous dirai pas pourquoi, mais il m'a expliqué pourquoi, et j'ai dit, c'est pas con. Je vais essayer de faire la même chose. Et c'est très intéressant. D'accord. Moi, je pense que c'est intéressant, mais cela dit, c'est que personnellement, que je vais dire ça. C'est intéressant parce que lorsque tu t'évades dans l'histoire, tu es en plein dans cette histoire, et à un moment donné, il faut que tu respires.
et en prenant une deuxième histoire, tu replonges dans la deuxième histoire. Alors, il y a un peu de ça, effectivement. Surtout que ce sont 2 bouquins totalement. Il y a un polar et une suite du roman de science-fiction. Mais en même temps, alors moi, je me suis aperçu d'autres choses. Chacun y trouve ses intérêts, ses avantages. Une histoire, même totalement différente d'une autre, peut inspirer sur l'autre. L'une sur l'autre. Ouais, et c'est très intéressant d'écrire 2 livres en même temps. Ça paraît fou, mais c'est pas si compliqué. Ça s'appelle un peu de la schizophrénie d'écrivain. Voilà, littéraire, on va dire. D'accord, donc il marche bien, Divin. Oui, ça commence. Bon, c'est mon premier roman. Eh oui. On peut l'acheter où ? Alors, pour le moment, il est disponible sur Amazon, bien évidemment, et sur les sites de la Fnac. D'accord. Et en attendant qu'il arrive en librairie, j'espère. Voilà. D'accord. Et le prochain, donc, va paraître quand ? Alors, je sais pas du tout quand. J'ai plusieurs projets avec. Je verrai selon les propositions et les enthousiasmes des différentes personnes qui peuvent le publier. Donc, j'ai pas pris de décision, mais oui, le but c'est de le sortir peut-être vers la fin de l'année. D'accord. Je vais laisser travailler quand même le Divin. Oui, la promotion d'un livre, l'existence d'un livre, surtout quand c'est le premier, ça prend beaucoup de temps, c'est long. Il faut laisser un petit peu les choses se faire, mais pas que. Il faut s'y attacher aussi. Donc on verra. Tu as trouvé l'éditeur ? Oui. Pour ça, oui, il est sorti au Lys Bleu. C'est le Lys Bleu édition. C'est une petite maison d'édition parisienne. Ouais, ça veut rien dire. Hein. Voilà, ça veut rien dire. Moi, je m'en fous. Au contraire, une grosse ou une petite, la petite va peut-être plutôt se battre. Voilà, c'est pour ça. Bon, j'ai pas cherché à voir les gros. Je me suis dit, écoute, c'est ton premier roman, tout manière dans les grosses, avant qu'il y en ait une qui accepte. Et puis si ça se trouve, ils vont accepter. Tu vas être noyé avec des auteurs très connus. Donc, je préférais avec une petite maison d'édition pour être sûr déjà de comprendre, parce que bon, je connais parfaitement comment fonctionnent les plateformes musicales, toute l'industrie musicale. J'ai passé ma vie dedans. Le littéraire, c'est un petit peu différent. Et moi, quand je fais des choses, j'aime bien comprendre comment ça marche avant d'aller plus loin. Donc, je me suis dit, une petite maison d'édition, c'est parfait. Et voilà, ils ont fait une très belle pochette, d'ailleurs. C'est eux qui ont fait la pochette. C'est eux. Ah oui, ils ont tout fait. C'est une maison d'édition. C'est pas une maison d'édition participative. Ouais. Non, ça, pour moi, c'était pas. Heureusement, mais ça, oui, je connais moi. Alors, juste quand même, tu as dit que Divin, c'était un roman de science-fiction. Oui. Une autre petite chose à nous dire Alors bon, un petit pitch vite fait pour vous donner un ordre d'idée. Oui. Alors c'est une histoire qui se passe au 24e siècle. À cette période-là, c'est un petit peu visionnaire. La Terre a brûlé. Tous les gouvernants des différentes populations n'ont pas bien respecté les conseils écologiques. Donc la Terre a brûlé. Du coup, les calottes glaciaires ont fondu. Ça a envahi la Terre aux 3/4. Et il est uniquement possible de vivre à partir de 1200 mètres, 1000 mètres, 1200 mètres, et sur des hauts plateaux aussi, par un système qui crée une sorte de dôme qui apporte de la climatisation permanente et du chauffage. Et l'histoire se déroule principalement à Briançon, qui est une ville où il est encore possible de vivre. Et le but de l'histoire, alors je peux pas vous raconter dans le détail parce que c'est très compliqué, ça part dans tous les sens. Non, mais déjà c'est bien que tu nous situes le contexte. Ça s'appelle la conspiration parce que le diable est en train de conspirer pour prendre le trône de Dieu. En fin de compte, c'est futuriste. Voilà, c'est futuriste, c'est science-fiction, et Dieu mandate des personnages qui habitent Briançon pour sauver son trône. Voilà, c'est toute une histoire rocambolesque, mais puissante et avec beaucoup d'humour aussi dedans. Parce que l'humour, ça, c'est une chose qui... Tu as envie de poser une question ? Non. Elle a peur, du coup. Non, j'ai pas peur. Non, mais enfin, là, il a presque spolié. Mais ça a l'air super, hein. Ah non, j'ai pas spoilé parce que c'est marqué dans le pitch. Le but de l'histoire, c'est sauver le trône de Dieu. Comment ? Comment on rencontre Dieu ? Comment on peut savoir qu'il veut ça ? Comment on va y arriver ?
Ouais. Ça va être dur, là. Toute l'histoire est là. Ça a l'air super. Ça va être très dur. Lorsque tu racontes un petit peu le pitch, là, je voyais des images presque. Donc, Voilà. Alors, j'y étais. Ce qui est un défaut, je pense que c'est un petit défaut quand même, mais c'est pas grave, je voulais le faire comme ça. J'ai écrit ce livre en voyant les images, comme si c'était un film, si j'écrivais le scénario d'un film. Mais c'est pas un défaut, ça. C'est un petit peu un défaut parce qu'on oublie que c'est avant tout une lecture, c'est pas quelque chose à voir. Mais je le vois tellement réalisé dans un film. Au fur et à mesure que j'écrivais, je voyais les images et on oublie quelques paramètres qui sont un petit peu importants. C'est ce qui fera la différence. Mais voilà, bon, après c'est ma façon d'écrire, c'est comme ça. Voilà. Peut-être un jour, ça sera aux écrans aussi. Ça sera peut-être. Ça, c'est mon rêve. Voilà. Mon plus grand rêve, c'était d'avoir un roman qui soit à l'écran. Alors j'ai des petites pistes pour ça aussi, mais bon. Voilà, j'ai connu beaucoup de monde à Paris et j'ai encore beaucoup de relations. C'est très bien comme moi, plus on connaît et moins on demande. Voilà, c'est ça. Pour le moment, je demande rien. Le problème, il est là. Plus on connaît, moins on demande. Voilà, mais voilà, il faut faire en sorte qu'on vous demande. Alors, il faut utiliser des stratagèmes assez pervers. Pas forcément. Ok, alors, il faut que le livre soit bon, quoi. Il faut. Oui, déjà. Et il faut que l'envie vienne par rapport à ça. Bien sûr, bien sûr. Ça a l'air passionnant, très passionnant. Ouais, il a l'air vraiment passionnant. Bah, c'est gentil. Tu nous le laisses, celui-là? Oui. Bien sûr, je vous le dédicacerai. Tu réclames toi maintenant? Ouais, je réclame. Elle arrive en retard et réclame. J'ai envie de le lire. J'ai envie de le lire. Tu prends du poil de la bête, toi, hein? Je vais me l'acheter. Ah bah avec plaisir. C'est gentil. Donc on va le trouver où? Merci. Mais il a dit Amazon, non? Amazon ou la Fnac. Et la Fnac. Tout à fait. En ligne pour le moment. Et tu peux nous dire comment on fait pour te joindre toi, parce que c'est une envie de te joindre personnellement et peut-être qu'une idée d'un impresario ou d'un. Alors d'un metteur en scène. Réseau. Pardon. Bonjour. Metteur en scène et autres. J'ai un Facebook spécial par rapport à mon nouveau métier. Donc c'est Alain Dopouridis. Je sais pas s'il sera éplé ou pas, mais enfin voilà, auteur. Alain Dopouridis, auteur. C'est ma page Facebook. C'est là où vous pouvez me joindre. Après. Les autres réseaux, je crois que je suis trop vieux pour arriver à suivre ce qui se passe, donc Facebook, ça me va très bien. Et j'ai d'autres réseaux, j'ai des réseaux humains qui sont encore plus importants. Mais à savoir, cher Alain, que tu peux demander à tes proches, et qu'on a des proches, puisqu'il y a une proche ici, qui peut t'aider aussi pour le réseau. Oui. Oui, c'est vrai, mais non, je différencie vraiment les deux choses. Si tu fais rien que quelqu'un fasse pour toi, c'est quand même important. Hein, moi, j'aime bien faire moi. Et puis il a dit que tu voulais pas faire de réseau. Il a bien dit ça. Écoutez, aidez-moi s'il vous plaît. Il l'a bien dit. Facebook il faut savoir déléguer, être contrôle fric. Voilà, et ça j'ai beaucoup de mal à déléguer. Voilà, il est comme Stéphane, mon mari, il délègue pas. Que ça soit quand c'était dans la musique, quand c'était dans le bar, et même maintenant, j'ai toujours eu du mal dans ma vie à déléguer. Ouais, je sais ce que je veux faire, et c'est pas que je ne fasse pas confiance, c'est que j'ai la précision de ce que je veux faire dans mon esprit. Alors, il faut donner des directives claires. Et je me suis aperçu qu'en donnant des directives, des fois, c'est pas vraiment comme ça qu'on le voyait. Oh, mais je t'en donne pas du tout, c'est pas mieux, hein. Oui, mais je le fais moi. Bon, d'accord, okay. D'accord. Je te réponds, allez, d'accord. Eh ben, c'est passionnant. On redit le titre du livre. Divin. Le livre s'appelle Divin avec 2 I, D-I-I-V-I-N. Comme je l'ai dit, vous comprendrez aux 2 tiers du livre pour ceux qui l'achètent pourquoi c'est avec 2 I. Et c'est le premier tome qui s'appelle La Conspiration. Voilà. Voilà, super. Dès ce soir, je le commence. Non, mais pourquoi toi? Tu vas le commencer ce soir, peut-être. Alors, c'est toujours au tour de Florence. Tu restes avec nous, Alain, n'est-ce pas? Je suis là. Tous avec nous, d'ailleurs. Oui. Vous n'avez pas le choix. C'est simple. Et maintenant, nous allons recevoir quelqu'un que nous connaissons vraiment très, très bien. Oui, bonjour à vous tous. Ah ouais. Bonjour. Et oui, on se connaît, c'est vrai.
Oui, un personnage incroyable, Jean-Claude. De Love Sister. Oui. De Love Sister. Tout à fait. Mais encore une fois, donc un personnage incroyable. Tu fais des choses incroyables, tu es incroyable. Non, il faut pas dire ça, il faut rester modeste et humble. Ce que je fais, je le fais surtout pour des enfants qui sont très gravement malades. Et effectivement, depuis le Covid, on a du mal à trouver des associations, des entreprises qui pourraient, à la rigueur, nous aider à réaliser le rêve de ces enfants-là. Et donc, de ce fait, je préfère marcher et discuter avec des gens dans les différents villages où je passe, de façon à leur parler de notre association, de l'association Rêve, et de leur, bien sûr, de leur demander un petit pécule pour nous aider en marchant, bien sûr, à 10 € ou 20 € du kilomètre, etc., quoi. Voilà. Alors, la première question qu'on a envie de te poser, c'est tu marches combien d'heures par jour? Alors ça, les heures, tout dépend du relief sur lequel j'emprunte. Et oui, de la difficulté aussi des sentiers. Si c'est du plat, je vais marcher 5 heures et par contre, je vais avoir fait 30 km, quoi. Si c'est l'inverse, c'est différent, quoi. Oui, la montagne, c'est beaucoup plus long. Oui, bien sûr. Voilà. Et, excuse-moi, et encore une autre question qu'on se pose tout de suite aussi en pensant à ça. Tu t'es entraîné avant de démarrer la marche? Alors là, j'ai fait un peu le feignant là, ces derniers mois. J'ai pas trop marché, mais là, depuis le 5 janvier, tous les jours, je marche. Voilà, tu t'entraînes par rapport à la prochaine marche que tu vas faire. Exactement. D'accord. Donc tous les jours, je marche entre 5 et 15 kilomètres. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que... C'est super, hein. Oui, indépendamment de ta profonde volonté de recueillir des fonds pour ces enfants, voilà, il y a aussi quand même une préparation physique, on va dire, pour que tu puisses y arriver. Parce que j'ai lu que tu avais fait 4000 kilomètres. Oui, j'ai fait en 2022. Hein. C'est 3 ans derrière quand même. Oui. J'ai fait donc les 4000 kilomètres. Donc j'ai fait Compostelle, l'aller, le retour de Compostelle. Et ça a été formidable pour moi parce que à un moment, bien sûr, je voulais arrêter par la fatigue et parce que bon, des fois on en a marre un peu de marcher et tout. Mais ce sont ces enfants qui m'ont donné la puissance et la force de vouloir continuer. Et lorsque je suis arrivé à Compostelle, j'ai dit je vais pas m'arrêter là, je vais quand même aller jusqu'à la fin de la terre. Donc je suis allé jusqu'à Fisterra pour finir ce voyage. Et j'ai dit maintenant, je vais faire le retour. Comme ça, il n'y a pas de souci. Donc j'ai refait le retour. Mais là, au lieu de reprendre la voie du Puy-en-Velay, d'Arles, je veux dire, j'ai pris la voie du Puy-en-Velay. J'ai changé de voie, si tu veux. J'ai pas gardé le même. Je connais le Puy-en-Velay. Oui, c'est très joli. Hein. J'ai été en pension à Saint-Didier-en-Velay. Ah oui. Collège La Bruyère. Oui. Enfin, moi, je le connais pas. Je connais pas personnellement, mais moi, ce que j'aime au Puy-en-Velay, c'est le fou du roi qu'ils font tous les ans. Je sais pas si tu as participé. C'est très intéressant. Ouais. Voilà. Donc, pour revenir sur ça, donc l'année dernière, donc ça c'était en 2022. En 2023, je l'ai fait pour moi, non pas pour les enfants. J'ai fait donc Stevenson. Et j'ai fait également donc Stevenson, c'est 357 kilomètres. Et j'ai fait également le tour du Pic Saint-Loup. T'as fait les 357 kilomètres en combien de temps? Oh, ça n'a pas été trop long. Je suis resté 15 jours, quoi, maximum. Oui. Comment tu fais pour manger, pour manger, pour faire pipi? Ah oui. Non, mais ça, on a tous un WC commun, c'est la nature. Oui. Donc là, il n'y a pas de souci pour l'hygiène, c'est pas trop un gros problème. Non, mais pour manger, bon, c'est vrai que dans la marche, je prends mon casse-croûte avec moi, hein, bien sûr, le vrai français, hein, le saucisson, la baguette sous le bras, pas le vin rouge. Et le camembert. Mais on te suit aussi, des gens te suivent? Les gens me suivent bien sûr sur ma page. Hein, non, mais pas que sur la page, sur la route, au chemin. Ah non, sur la route. Sur la route, non. Alors, je vais expliquer pourquoi les gens me suivent pas sur la route. J'aime bien que les gens partent avec moi, donc on part ensemble, mais après, j'aime bien que chacun marche à son allure, à son pas. Parce que si je marche et qu'une personne marche plus vite que moi, je vais essayer de la suivre et je vais m'essouffler, je tiendrai pas. C'est pas ça aussi. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, sur la route, est-ce qu'il y a des gens qui te regardent? Oui, il y a des gens qui regardent au passage, oui, un peu comme le Tour de France, mais moins nombreux, bien entendu. Non, mais alors, Muriel, s'il te plaît, le concept, alors, c'est clairement, c'est vous marchez. Je marche pour une association. D'accord, et ils vous donnent de l'argent.
Non, l'association me donne pas d'argent. Non, les gens vous donnent de l'argent pour l'association. Voilà, les gens que je rencontre, je leur parle de notre association. D'accord. Je dis pourquoi elle est là, pourquoi elle existe. Okay. Parce que ce qui arrive à ces enfants-là peut arriver à n'importe qui. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on a un enfant qui est valide, qui va courir, qui va tout faire, et puis d'un seul coup, il va rester dans son coin, il va rester tout fermé, etc. Et en fin de compte, on va déceler sur lui soit une leucémie, soit un cancer, soit une maladie très grave. Donc à ce moment-là, il peut plus. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il est hospitalisé. Et donc, il est entre ces murs. Mais bien sûr, la leucémie, c'est 1 an de traitement, voire plus. Vous comprenez ? Donc, nous, notre but à nous, c'est d'essayer de trouver de l'argent pour les sortir de l'hôpital, pour les emmener dans leurs rêves. Une fois qu'ils seront dans leurs rêves, qu'on aura décelé ce rêve, on va mettre tout en pratique. Donc, moi, je vais marcher pour récupérer des fonds. Et avec cet argent-là, on va pouvoir l'emmener voir la personne qui veut rencontrer. Donc, vous marchez, genre dans un village, vous arrivez à Vendargues. Oui. Et vous allez au bar du village pour boire un verre d'eau et vous leur dites moi je marche. Voilà. Et en échange, je vous demande de l'argent pour cette association. Voilà. Pour réaliser les rêves des enfants malades. Je fais pas comme ça, si vous voulez. Non, mais voilà, il veut juste que ce soit pas là. Là, c'est un peu raide. Je suis pas intelligente, mais non, je fais pas. Si c'est ça. Je suis pas mendiant, si vous voulez. Mais on a bien compris. Voilà, je suis là. J'explique d'abord ce que je fais, pourquoi je marche, dans quel but je marche. Voilà, et si les gens veulent participer, ils participent. Okay. Je force personne. Il n'y a pas de souci. Moi, je me fixe simplement un prix. Je dis là pour Compostelle, par exemple, aller-retour. J'ai marché à 1 euro du kilomètre. Je me suis imposé 1 euro du kilomètre. Ah, voilà, c'est ce que je me disais. Voilà, alors, comment ça se passe pour lui ? Est-ce que il marche comme ça ? Voilà, il arrive, il leur dit voilà, j'ai marché. J'aimerais de l'argent pour les enfants. Comment ça se passe ? Mais c'est bien, enfin voilà, là j'ai compris. Oui, là j'ai compris un peu votre stratégie. C'est que je me suis bien exprimé. Alors Jean-Claude, tu as sans doute des anecdotes à nous raconter, parce que c'est une aventure quand même assez incroyable. Tu rencontres diverses personnes, toutes différentes les unes d'entre elles, évidemment. Tu as des anecdotes, tu as des gens célèbres. Oui, alors des gens célèbres, oui, j'ai rencontré des gens célèbres, directeurs d'hôpital, des ministres, des gens comme ça. Bien sûr, on les rencontre. Mais là, c'est bien parce qu'on les connaît par le visage, si vous voulez. Mais sinon, on est tous pareils, quoi. On est tous habillés pareil, on est en short ou en t-shirt. Voilà, là-dessus, il n'y a pas de souci. Ce qui est surtout intéressant, c'est lorsqu'on arrive le soir dans le gîte, où là, les gens ont fini leur marche, leur kilométrage, et donc là, on discute autour d'un bon repas. Et là, chacun s'exprime et dit ce qu'il veut. Et c'est là qu'on arrive à faire connaissance. Et ces moments de partage là sont vraiment très importants et énormes. Moi, sur Compostelle, je vais vous dire, il m'est resté une douzaine d'amis qui sont restés fidèles. Tous les ans, on correspond, on s'envoie bien sûr les bons vœux, etc. Mais on est resté vraiment liés, quoi. Chaque fois, on s'intéresse à savoir ce qu'il fait, ce que tu fais, etc. Et il continue à me suivre toujours sur ma page, mais également pour Rêve. Alors, cette association Rêve, elle n'a que toi qui fais cette démarche pour l'alimenter ? Alors, il y a d'autres marcheurs ? Non, c'est-à-dire que il y a un siège social. Hein, c'est une association nationale. Hein. Oui, c'est pour ça. Le siège social est à Châlons-sur-Saône. Oui. Là-dessus, il y a aucun problème. Donc, il y a 37 délégations sur toute la France. Dans les délégations, bien sûr, il y a un responsable de délégation puisqu'il n'y a qu'une présidence. Hein, donc, ces responsables de délégation sont là justement pour faire avancer l'association en trouvant des bénévoles, en trouvant des actions à faire, etc. Tout à l'heure, on parlait d'actions, comme vous disiez que vous étiez chanteur, si vous voulez. Donc, il est bien certain que des fois, il y a des chanteurs qui disent, tiens, aujourd'hui, je vais faire pour Rêve une action. Donc, ils font un petit concert, si vous voulez, et les bénéfices, bien sûr, ils payent les personnes, comment on appelle ça, là, qui travaillent autour d'eux. Mais par contre, leurs bénéfices, ils ne le veulent pas, donc ils le donnent à l'association. Vous voyez, ça nous permet d'avoir... Avec Jean-Luc Lahaye, d'ailleurs, on a fait beaucoup de concerts où on y est allé pour rien. Voilà, c'est ça. Et parce que c'était des trucs graves pour les enfants et ces choses-là. Mais nous, ici, on a monsieur Roland Ramade. Tous les ans, il fait une action pour nous. Hein, c'était l'ancien groupe Réglisse. Vous connaissiez ? Oui. Voilà, tous les ans, lui est resté fidèle à moi, mais il ne travaille que pour mon association, c'est-à-dire qu'il ne veut pas entendre parler du restant. Je trouve que la mienne est pure,
elle est trop belle parce que c'est vraiment pour les enfants, quoi. On prend rien, nous. Et moi j'ai une question aussi, c'est concrètement les rêves en fait réalisés. Est-ce que tu peux nous faire un petit exemple des rêves? Alors les rêves réalisés, oui, je vais vous le dire de suite. Donc pour les enfants qui ont entre 3 et 10 ans ou 9 ans, si vous voulez, c'est surtout les parcs d'attractions. Donc, pour pas les nommer, Disneyland, le Fou du Roi, enfin tous ces parcs d'attractions. Après, entre 9 ans et 15 ans, c'est rencontrer une vedette. C'est les artistes souvent. Voilà, un artiste, une artiste, un joueur de football, enfin, etc. Et après, bien sûr, c'est les voyages. Aller à New York, faire du shopping, nager avec les dauphins, aller visiter l'Etna. Il y a une personne qui a voulu voir la bibliothèque de Paris, quoi. Il y a plein d'anecdotes comme ça, quoi. Voilà. C'est important à préciser ça. Ah oui. Mais faut voir l'enfant quand il réalise son rêve, quand il est devant l'artiste, par exemple, il a tous ses muscles qui se détendent et il reprend le sourire. Le bonheur, en fait, qui s'exprime. On voit des étoiles dans ses yeux, tellement c'est beau. Et en fin de compte, quand il retourne à l'hôpital, il a le moral, quoi. Il a repris le moral. Ce qui aide aussi à la guérison, aussi, quelque part, aussi. Sûrement, ça contribue aussi à la guérison. Oui, exactement. Quand le moral va, tout va bien. Ah oui, bien sûr. Oui. Et on arrive, bien sûr, à sauver quelques enfants, parce que c'est des enfants dont la médecine ne se prononce pas ou reste réservée sur l'enfant. Donc, il faut savoir, on est la seule association à le faire. C'est une bulle de bonheur, vraiment, dans leur vie, vous leur amenez et après, à partir du moment où les enfants sont revenus en rémission, à ce moment-là, vous avez l'association Petit Prince, qui est beaucoup plus connue que Rêve, qui les prend en charge. Il n'y a pas de souci, il y a toujours une question. Oui. Jean-Claude, moi, j'aimerais que tu te mettes devant la caméra, que tu donnes tes coordonnées, et que si des personnes... artistes ou autres ont envie de te contacter pour participer à ton action, bien sûr, et à cette association formidable, puissent le faire. Donc, et si il y a un numéro de téléphone de l'association, tu le donnes aussi. Oui, bien sûr, oui. Alors, déjà, pour me trouver, moi, sur ma page Facebook, c'est Papy Le Pèlerin, avec un P majuscule, un petit espace, et Le Pèlerin, c'est un grand L. Et concernant l'association, c'est www.rêve au pluriel sans accent.fr. Merci. Voilà. Et le numéro de téléphone ? Le numéro de téléphone, je peux donner que le mien parce que. Eh ben donne-le, t'inquiète pas, ils vont pas abuser de toi. Mon numéro de téléphone, c'est le 06 22 73 47 65. Voilà, c'est super parce qu'on peut le joindre aussi parce que quand même c'est vraiment des sujets très importants. Comme Ghislaine qui se bat pour aussi des causes et toi aussi. C'est pour ça qu'on t'aime, tu sais. Je sais. Et moi je vous remercie tous parce que honnêtement ça me fait plaisir. Et donc juste un tout petit mot, un dernier, je sais pas si c'est encore enregistré. C'est pour vous dire que là je vais quand même faire le 480 km. Je vais faire le GR 700, c'est-à-dire la Régordane. La Régordane, c'est l'ancienne voie royale qui partait donc de l'Île-de-France en passant par le Puy et descendait jusqu'à Saint-Gilles. C'est-à-dire que de la Vierge Noire, ils allaient retrouver Saint-Gilles, celui qui faisait beaucoup de miracles et qui a beaucoup fait pour les malheureux, puisqu'il s'était déshabillé pour donner ses habits à des malheureux. Donc moi je vais le faire, mais à l'envers. Et je vais m'arrêter à Villefort pour reprendre à ce moment-là le GR 736 qui va descendre toute la vallée et les gorges du Tarn, enfin d'abord toutes les gorges du Tarn et la vallée du Tarn jusqu'à Albi. Voilà. Donc c'est un circuit intéressant. Donc je pense qu'il va mettre son parcours sur le réseau Facebook, comme ça tout le monde pourra attendre. Pourra le suivre. Le suivre et l'attendre. Plein de bonnes choses surtout. Et lui en a mangé aussi. Et donc on vous dit merci beaucoup et on vous dit bye bye. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.